Très simple, dans une maison ou un appartement, vous avez des énergies qui circulent. Quand vous laissez le couvercle des toilettes ouvert, ça veut dire que l'énergie s'en va dedans et aspire. Pour empêcher ça, il faut la fermer. Donc ça continue à se répartir normalement. Alors ça, c'est ce qu'on appelle du feng shui, entre autres. Alors je ne suis pas un spécialiste du feng shui, mais c'est une discipline extraordinaire qui remonte à il y a 6000 ans en Chine. Il faut savoir que ce n'est pas récent. 4000 ans avant notre ère. Et qui a pour objectif de comprendre, d'analyser et de proposer des remèdes à des désordres énergétiques dans les bâtiments. Alors aujourd'hui, ça prend un autre vocable qui s'appelle la géobiologie. Sauf que la géobiologie est beaucoup plus réduite au niveau de ses compétences que le feng shui qui tient compte des étoiles, de la situation astrologique et d'autres choses, telluriques et autres. Alors que la géobiologie ne s'intéresse qu'à la partie, disons, tellurique. Géothermique. Pas seulement thermique. Quand vous avez un courant d'eau qui passe sous un immeuble, ou une maison, ou un édifice, ça se ressent par des énergies qu'on peut détecter. Le problème, c'est que ce ne sont pas nécessairement des énergies électromagnétiques. Au pendule, vous captez des choses que vous ne pouvez pas capter avec un compteur qui détecte soit la radioactivité, soit l'électromagnétisme, soit un champ magnétique intense. Alors ça peut avoir lieu, mais ce n'est pas ça à chaque fois. Et c'est ce qu'on appelle les ondes telluriques, c'est-à-dire qui parcourent le globe terrestre. Et là-dessus, il y aurait plein de choses à dire. D'ailleurs, on a dit plein de choses déjà à ce sujet. Si vous le permettez, je vais m'asseoir. Et à ce moment-là, vous allez me dire si vous recevez toujours, c'est bon? Moi, c'est bon, impeccable. Alors, asseyez-vous et posez-moi des questions plus précises maintenant. Bon, vous avez vu l'environnement dans lequel je suis. Alors, on peut apporter une petite précision sur le quartier. Moi, je ne suis pas bordelais. Quand je suis arrivé ici, qu'est-ce que j'ai fait pour chercher? Je cherchais un appartement. Eh bien, j'ai pris une carte, j'ai barré tout ce qui ne m'intéressait pas, et j'ai dit, ben, le reste, et surtout pas le centre-ville, parce que je n'aime pas les centres-villes, je prends la partie de la carte qui est non barrée, et j'ai dit, on va faire rue par rue, en voiture, lentement. Puis on est tombé dans cette rue, il y avait une grande pancarte, allouée, 5-6 pièces. Ah, j'ai dit, c'est exactement ce qu'il me faut. Parce qu'un 5-6 pièces, il y a 20 ans, c'était 2 à 3 fois moins cher que la même chose à Paris. Et je venais de Paris où mes parents habitaient et qu'ils étaient décédés, et on avait un 100 mètres carrés. Ici, il y a 140 mètres carrés. Donc j'ai d'abord été locataire pendant 3 ans, après la personne qui était propriétaire a décidé de vendre, et comme vous le savez, les locataires ont la priorité. Dans la mesure où ça les intéresse, évidemment. Donc j'ai acheté. Mais c'est encore trop petit pour moi, comme vous avez pu le voir. Du coup, ce soir, la conférence, ça porte sur quoi? Alors la conférence de ce soir est une présentation générale du phénomène OVNI. Donc les gens qui sont déjà au courant n'apprennent pas grand-chose, sauf peut-être certains détails. Par contre, les gens qui ignorent toute la question découvrent, à l'occasion de ce diaporama, parce que toutes mes conférences, depuis 10 ans, je les fais de la même façon. Un diaporama avec des images qui se succèdent à ma volonté, c'est-à-dire j'appuie sur la touche flèche, etc. Et je commente dans un ordre logique l'ensemble de ces images pour faire mon exposé. Alors on pourrait enlever évidemment le diaporama, mais c'est beaucoup moins marrant. Et puis c'est beaucoup moins intéressant finalement. Il y a tellement d'images. Alors j'ai exclu le son et les vidéos. Sauf pour certains cas où la vidéo est tellement explicite qu'elle permet soit une entrée en matière, soit une illustration de quelque chose que je ne veux pas développer moi-même par des images fixes. Donc vous verrez comment est apparu le phénomène OVNI dans les années 40-45. On parlera de Roswell, entre autres, mais assez brièvement, parce que mon temps est très limité. Et puis jusqu'à la fin. Alors en général, je termine toujours, quand c'est possible, mes conférences par la présentation d'ouvrages et de personnes qui ont écrit ces ouvrages. Donc on voit la tête des gens, des auteurs,
Certains sont très connus dans leur domaine, hein, comme Jimmy Guyeux, par exemple, il y a 40 ans, 30 ans, 20 ans, il est mort en 2002, je crois, hein, quelque chose comme ça. D'autres sont moins connus, mais très forts aussi, comme Jacques Vallée, qui est un mathématicien, informaticien, comment on appelle ça, spécialisé dans enfin, employé de la NASA, hein, mais qui s'est beaucoup intéressé à l'ufologie, en général. Enfin, donc ces bouquins permettent aux gens d'aller voir en librairie s'ils peuvent se procurer un de ces ouvrages pour le lire et approfondir un peu certaines questions. Donc c'est toujours ça le système. Le système, c'est informer, éventuellement développer certains points, parce qu'on ne peut pas tout faire, hein, et enfin aller voir ce qui se publie en gros sur ces questions. Alors par contre, les ateliers, parce que ça c'est une conférence. Oui, vous faites des ateliers aussi. Alors je fais parfois des ateliers quand certains auditeurs me demandent d'approfondir tel ou tel sujet. Mais un atelier, attention, on peut plus se disperser là. On est obligé de prendre un point précis et d'approfondir. Alors c'est ce que j'ai fait par exemple il y a 2 ou 3 ans avec mon association, mais en petit comité, ça ne dépassait pas 15 personnes. Hein. Alors que un thème précis, alors c'était pas sur les ovnis, c'était sur les prédictions que l'on trouve dans les textes religieux. Alors les textes religieux d'abord chrétiens, hein, c'est-à-dire les évangiles, éventuellement l'Ancien Testament, parce qu'il y a des prophéties aussi. Hein. D'ailleurs, oui, vous écrivez des prophéties aussi, vous pouvez... Alors moi-même, j'ai écrit un bouquin là-dessus, mais quand on fait un atelier, on se concentre sur un aspect du problème. Quels sont les textes précis et les plus importants que l'on trouve dans les textes religieux et qui annoncent quelque chose? Alors l'un des textes les plus importants, c'est évidemment l'Apocalypse de Saint Jean. C'est ce qu'il y a de plus connu. Mais c'est aussi, et on l'oublie souvent, certaines annonces de Paul et Pierre, et surtout Paul, et de Jésus lui-même. Mais ce soir, on ne parle pas de ça. On parle de l'apparition du phénomène OVNI aux alentours des années 40. Vous focalisez vraiment sur les années 40 ou... Non, non, je reviens jusqu'à aujourd'hui à peu près. Non, non, je ne me focalise pas, justement. Je décris en surveille, comme on dit en économie. On survole, on voit des choses différentes les unes des autres. Hein. Ça porte à la fois sur des témoignages, sur des photos, sur des films, sur des articles, sur des, enfin, un certain nombre de choses. Sur la liste, vous verrez tout à l'heure, la liste, quelles sont les hypothèses qu'on peut émettre concernant le phénomène OVNI? Eh bien, moi j'en ai sorti 10. 10 hypothèses, c'est quand même pas mal, 10 hypothèses. Vous les avez là? Je les ai de mémoire. En gros, il y a le phénomène des phénomènes naturels non compris. Ça, c'est l'hypothèse première, qui est encore et malheureusement acceptée par beaucoup de... D'ailleurs, elle n'est pas totalement fausse. Hein. On peut voir des choses qui sont des phénomènes naturels qu'on n'a pas compris. Bon. Mais ça ne représente pas plus de 5 à 10% de tous les témoignages. La deuxième hypothèse, c'est que ce sont des engins terrestres secrets. C'est ce que pensaient les Américains au début des années 40, en croyant que c'était des engins russes, alors que ce n'était pas du tout le cas, et vice-versa. Hein, c'est ce qu'on avait dit une fois. Ah, voilà Madame Le Guyadère qui va vous dire bonjour. Madame Le Guyadère. Madame, bonjour. Bien. Ça va et vous? Ça va. On va faire la bise. On va faire la bise alors. Bonne année alors. Également, bonjour. Bonjour. Nicolas. Tiens, si tu en profitais pour emmener le plat, s'il te plaît. Bien sûr, j'arrive bien alors. Le plateau, plutôt. Donc, il y a l'hypothèse extraterrestre au sens biologique du terme, EBE, entité biologique extraterrestre. C'est quoi? C'est des créatures comme nous qui ont un corps biologique. Qui ont une réalité. Et qui pourraient avoir une réalité ailleurs.
et qui se déplacent pour venir voir ce qu'on fait, ou pour nous surveiller, ou pour, etc., nous ausculter, enfin, tout ça. Ça peut être aussi des puissances démoniaques qui vivent, comme l'ont dit les Grecs, et comme l'a signalé saint Paul dans l'une de ses phrases, dans l'un de ses articles, si on peut dire, des puissances maléfiques qui sont autour de la Terre depuis des millénaires et qui contrôlent l'humanité dans le sens qu'elles veulent pour les empêcher de monter spirituellement. D'ailleurs, il y a 2-3 accusations de Jésus à ses disciples concernant cette idée-là. Ça peut être aussi des anges ou d'autres créatures qui sont dans une autre dimension, mais qui n'ont pas à proprement parler de corps, mais qui ont la capacité de se montrer. Alors ça, c'est un phénomène qu'on connaît dans le paranormal. Par exemple, chez beaucoup de saints et mystiques, on sait qu'il y en a qui peuvent être à plusieurs endroits à la fois, par exemple. Ça s'est vérifié à plusieurs reprises. On sait qu'il y en a qui peuvent apparaître sous une forme lumineuse. On appelle ça des puissances divines, mais ce n'est pas nécessairement des puissances divines. Et pourquoi est-ce possible éventuellement? Parce que dans la conception spirituelle et traditionnelle ou ésotérique de l'homme, le corps humain n'est pas le seul corps dont l'homme est doté. C'est le corps simplement le plus dense. Mais autour de ce corps vibre un autre corps qu'on appelle le corps éthérique, et qui est une sorte d'interface entre le monde quadridimensionnel et notre monde physique, et un autre encore qu'on appelle le corps astral, qui habite carrément dans la quatrième dimension, et dont on se sert en rêve pour se déplacer dans le temps et dans l'espace, et encore, et ainsi de suite. Pour les hindous, il y a 7 corps. Au fur et à mesure que notre conscience évolue spirituellement vers le haut, on découvre ces corps, entre guillemets, puisque c'est éphémère, sous une certaine forme. En fait, ce sont des vibrations. Lorsque l'on s'adresse au corps physique, on s'adresse au corps dont les vibrations sont les plus lentes, d'où sa matérialité. On est au combien? 7, 8? Hypothèse. Oui, alors il y a aussi l'hypothèse spirit, qui consiste à dire que ce sont des esprits de l'au-delà qui se manifestent aux hommes de manière collective sous forme d'appareils protecteurs en quelque sorte, ou de lumière particulière. Parce que c'est pas seulement tôle et boulons, hein, ça peut être une lumière qui prend des formes diverses et qui disparaît instantanément, par exemple. On a beaucoup de manifestations ovnis de nature diverse. Le problème, c'est qu'on ne sait pas à quoi on a affaire et on ne sait pas s'il s'agit toujours du même type de manifestation transformée, simplement. Et ça peut être, comme je vous le montrerai, de l'holographie. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on nous projette un hologramme en 3 dimensions, sonore et visuel, qui nous fait croire à quelque chose, qui n'est qu'une image. Et ça, on sait faire. On sait faire et on a fait. On a fait des choses stupéfiantes à ce sujet. Par exemple? Eh bien, par exemple, je peux vous montrer, si vous avez 5 minutes, on peut retourner dans mon bureau et je vais vous montrer, en lançant mon ordinateur, un exemple de ce genre de situation. Alors, je vais d'abord regarder si je laissais, avant de continuer vos enregistrements, laissez-moi seulement voir, parce que sinon je vais actionner l'autre. Parce que ici j'ai un truc où il pourrait être, c'est beaucoup plus facile à repérer. Voilà, projection holographique. Alors venez voir ça parce que c'est stupéfiant. Alors je vais le lancer parce qu'il faut un petit programme, voilà. Attendez quelques minutes. Je vous dirai quand il faut commencer, hein. Et ça, c'est inquiétant, parce que ça veut dire qu'on peut nous faire prendre n'importe quoi. Des vessies pour des lanternes, hein. Vous allez voir. Alors, il ouvre ou quoi?
Ouais, c'est un vieil appareil et il est lent, voilà. On va chercher le Open File quelque part et on va le trouver ici. Et voilà. Parce que c'est un MP4. Alors regardez bien. Vous êtes dans une salle de gym. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez les gens là? Vous voyez apparaître ce genre de choses, alors que c'est une image. Elle est à la fois sonore et visuelle. Une baleine. Inutile de dire que c'est complètement faux. Ça n'a aucune réalité. Sauf que c'est une image. C'est une projection holographique dans l'espace et sonore. Le son que vous entendez, ils les entendent eux aussi. L'eau que vous croyez voir n'a aucune substance. C'est purement une image. Voilà. C'est incroyable, hein? Alors, imaginez ça dans le ciel à un moment donné, qui n'a aucune substance, matérielle j'entends, hein, mais qui est une projection holographique, donc c'est une image avec du son qui l'entoure, et qui est vue par des centaines de personnes, alors que ce n'est qu'une image. Seulement, les gens qui créent l'image, ben nous on peut en faire, là voilà, la preuve. On sait en faire. Et le grand danger de tout ça, c'est que on peut nous faire prendre effectivement des vessies pour des lanternes. Et c'est ce qui va se passer mondialement dans quelques années, si ce n'est avant, concernant ce qu'on appelle le Blue Beam. Alors on va en reparler dans 5 minutes, là. Vous avez pu prendre l'image? Oui, parfaitement. Bon, très bien. Vous connaissez déjà ce qu'on appelle les images de synthèse. Okay. Les images de synthèse existent depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années au mieux. Elles permettent de réaliser des films, soit publicitaires, soit documentaires, notamment sur les dinosaures, parce qu'il faut savoir qu'on ne sait rien de précis sur les dinosaures, et tout ce qu'on nous raconte dans la vie des dinosaures à la télévision est probablement en partie faux. On a imaginé des choses, bon, c'est peut-être pas totalement faux, mais en grande partie certainement. Mais ça, ce sont des images de synthèse qui demandent un appui, c'est-à-dire une projection sur un système de nature pelliculaire ou numérique directe. Alors que l'holographie, c'est dans l'espace. Il n'y a aucun appui visible, disons. On sait faire. Mais à ce niveau-là, c'est déjà une prouesse, parce qu'on crée une image holographique avec des rayons laser qui s'entrecroisent en un point précis, et qui reproduisent une image qui est déjà conçue par ailleurs, et qu'on ne peut pas attraper parce que c'est précisément une image. Bon, quand on voit ce que vous venez de voir avec la baleine qui sort du sol de la salle de sport, de l'eau, etc., qui ont l'air réels, vous vous dites, mais alors, c'est incroyable la puissance qui a été développée pour faire ça. Eh bien, imaginez la même chose dans le ciel, qui est vue par une partie de l'humanité qui regarde à ce moment-là dans ce coin-là, et une autre image qui serait vue sur l'autre hémisphère ou de l'autre côté, pour faire croire à l'arrivée d'un dieu. Tout le monde serait fasciné. Et surtout, s'il mettait, comme on va lui demander, son smartphone sur l'oreille, et qu'il entendra parler dans sa langue natale. Qu'elle soit européenne, asiatique, arabe, tout ce que vous voulez. Qui serait capable d'une telle manipulation? Ah, justement. Juste une petite... Dylan, c'est peut-être désagréable dans la discussion, mais quand chacun de vous parle, enfin surtout toi Dylan, laissez un petit blanc de 2-3 secondes. Ok. Parce qu'en fait, ça permet au montage de... Vous voulez qu'on laisse un petit blanc? Alors vous... Moi, ça me gêne pas. Hein. Mais c'est Dylan, quand il vous pose une question,
qu'il attende un peu que vous ayez vraiment, enfin être sûr de, tu vois, d'avoir, c'est juste pour le montage. que vous pour ayez être sûr D'accord. que ce soit- Oui, là. qu'il y ait un peu d'espace. Oui, oui, que ça ne soit pas trop collé les uns aux autres. Exactement. On est d'accord. Désolé. Hein. Non, non, mais au contraire, vous avez raison de demander ça. Donc, Je vais peut-être en profiter, je vais changer de batterie aussi.